Cet épisode vous est proposé avec le soutien de la société Yamaha Music Europe. Merci à eux. Bonjour, bienvenue sur le podcast Cuivre à la française. Aujourd'hui, un invité d'exception en la personne de Håkan Hardenberger. Bonjour Håkan. Bonjour. Alors, on a un peu de temps ici. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours musical depuis votre plus tendre enfance ? Comme je vais commencer ? Ouais. C'était par chance. Il n'y avait pas de la musique du tout dans la famille. Et mon père, il ne savait pas quoi acheter pour Noël. Il a passé un petit magasin de musique et voit une trompette. Et puis voilà. Il se souvenait, il a assisté à un concert de Louis Armstrong dans les années 50 peut-être. Et puis, comme ça, un peu à la rigolade, il a acheté une trompette. Mais une vraie, pas un jouet. Et après, ils ont demandé au magasin qui peut enseigner trompette. Ah oui, il y a un jeune ici à l'orchestre de Bo Nilsson qui à l'époque avait 28 ans. Et j'ai commencé avec lui et c'est bien sûr un coup de chance énorme de pouvoir commencer avec quelqu'un comme ça. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Bo Nilsson, vous pouvez revenir sur qui était ce grand monsieur de la trompette, son enseignement et le parcours qu'il a eu. Bo Nilsson, il était deuxième trompette à l'orchestre à Malmö, mais toujours quelqu'un de très curieux. Il voulait connaître l'étranger. Il allait aux États-Unis prendre des cours avec Schilkowitz et Herseth. Il allait ici à Paris pour prendre des cours avec Thibault. Il était toujours avec des yeux très ouverts. Et bien sûr, à l'âge de 28 ans, il se développait encore. Après, il est devenu un professeur très, très, très connu. Et je crois très connu aussi parce qu'il laissait jamais aller quelqu'un. Il restait avec. Le cours avec lui, ça pourrait durer 3 heures, 4 heures. Il insistait, assez fou, mais dans un bon sens, bien sûr. Et quel impact il a eu sur vous, sur la suite du parcours ? Très grand impact, parce que les questions de base, production, son, tout ça, c'était avec lui très, très solide, je dirais. Et il a su aussi, ça je ne sais pas vraiment comment il a fait, parce que je pense que déjà au début, j'avais mon son personnel. Il n'enseignait pas une sonorité fixe de trompette. Il a su faire sortir ma sonorité à moi. Ça, je ne sais pas comment il a fait. J'avais 8 ans. Mais c'était tout de suite la chose la plus importante de ma vie. Et ça aussi, c'est lui qui a inspiré quand même. C'est lui qui a ouvert la porte à la musique pour moi. Et ça, c'est aussi très important, de donner de l'inspiration comme ça. Très bien. Par la suite, vous êtes allé au Conservatoire de Paris. Vous pouvez raconter cette épopée, cette aventure. Dans quel contexte ça s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est fait que vous vous êtes présenté à ce conservatoire ? Déjà, en quelle année ? Peut-être en 60... Oui, parce que c'était les 40 ans de mon père. Donc c'était en 76. On allait en vacances à Paris, juste pour s'amuser avec la famille. Et Bo Nilsson, il dit oui, il faut que tu rencontres Pierre Thibault. Mais il n'a pas donné un numéro de téléphone, rien. Donc on arrive à Paris et c'est la pauvre hôtesse de voyage. Elle a cherché dans comment on dit, l'annuaire ou l'annuaire de téléphonique et Pierre Thibault, il en avait quelques-uns dans la région parisienne. Elle a fait le tour et puis elle a trouvé Pierre Thibault et puis nous on a trouvé sa maison à Saint-Denis et c'était une première rencontre et tout de suite je savais j'aimerais vraiment étudier avec lui et puis on se retrouvait des stages comme avec Stamp, Thomas Stevens et Thibault. Donc c'était une sorte de famille comme ça. Et puis il a dit, mais si tu veux, tu viens, tu fais le concours d'entrée à Paris. J'avais encore 17 ans, je suis venu.
Très bien. Et vous pouvez faire, vous qui êtes francophile, Oui. est-ce que vous pouvez faire une espèce de carte postale de Paris de cette époque-là, le Paris des années où vous êtes arrivé au conservatoire, mais aussi le Paris musical, et surtout votre vision à vous qui veniez de Suède? Ah, ben, c'était un choc, mais un choc tout à fait positif. D'abord, je prenais des cours, j'habitais même à moi, je crois. Avant le concours d'entrée, j'habitais chez Thibaut, on jouait tout le temps. Et c'était ça surtout. Pendant 3 ans, je faisais presque rien d'autre. Je jouais toutes les heures possibles. Mais au début, chez lui, puis il avait le concours d'entrée. Et là, il fallait vivre ailleurs. Et puis, avec un copain italien, Mauro Maur, c'est Thibaut qui a organisé une chambre de bonne près de Jaurès, qui à l'époque, c'était pas terrible comme quartier. Maintenant, c'est un peu gentrifié, mais là, à l'époque, c'était vraiment une vie parisienne. Une chambre de bonne sans chauffage. Si on mettait le chauffage et la lumière en même temps, ça pétait tout. Et on avait 3 classes par semaine. Le lundi, le vendredi et le samedi. Le vendredi, le lundi, ça devrait être OK. Vendredi, bien. Et samedi, parfait. Et puis, il y avait naturellement que le dimanche pour préparer le prochain programme. Et c'était un chapitre de Clark, 2 études. C'était plein. Et Thibaut, comme j'ai dit, j'étais chez lui, j'ai pris des cours comme ça, puis à la classe, c'était autre chose. Je me souviens toujours de première classe, première étude d'Arban. Et dans l'édition que j'avais moi, c'était 112. Et il arrête, il dit, c'est trop lent, assis-toi. Je peux pas essayer une deuxième fois? Non, trop lent. Donc c'est une sorte d'école de c'est maintenant. Il y a pas de deuxième service. Hein? Et pour les plus jeunes générations, c'est évidemment une grande légende de la trompette, mais on connaît moins les très jeunes. Aujourd'hui, là, on est à la Pavillon de la Sirène, où on a eu une masterclass. Les plus jeunes qui ont joué tout à l'heure connaissent pas forcément, évidemment connaissent le nom, mais est-ce que vous pouvez rappeler évidemment le pédagogue qu'il était et surtout sa personnalité une fois de plus? Ben lui aussi, il était quelqu'un de très curieux et aussi fou. Moi, j'ai eu des professeurs assez fous. Bo Nilsson, Pierre Thibault et Thomas Stevens, mais fous vraiment dans une très belle sens. Et tous les 3 avec des cœurs immenses. Mais Thibault, il était vraiment... c'était une personnalité très... Au fond, très chaleureux, mais aussi, on dirait, un gangster dans un film Jean Gabin des années 50. Il était petit et costaud et il jouait toujours avec beaucoup d'émotions. Il a commencé au violon, donc il avait un langage. Par exemple, il disait toujours, au violon, il y a 5000 façons de commencer une note. À la trompette, on en a 2. On a la note ou on ne l'a pas. Et il m'a dit, si tu peux développer un langage, peut-être 10 façons différentes de commencer la note. Ça ouvre des portes à la musique. C'est très sérieux. J'adorais. Il était très pressant, il faut dire. Très bien. Il était aussi, je pense, le personnage d'une époque. Et vous pouvez parler de cette époque, comme je le disais, à Paris, le milieu musical qui a beaucoup changé, parce que vous êtes venu par la suite beaucoup jouer en soliste. Oui. Comment vous trouviez à l'époque ce milieu musical parisien? Je n'ai pas vu grand-chose de milieu total. J'allais au concert, bien sûr, ça c'est sûr. C'est mon impression que à l'époque, la vie musicale française était un peu à part par rapport à Londres, Berlin. Maintenant, bien sûr, comme toutes les choses, ça s'est internationalisé. Et Paris ça fait partir du circuit
normal. Tandis qu'à l'époque, c'était aussi, c'était aussi les orchestres, on entendait tout de suite que c'était un orchestre français ou russe ou allemand ou américain. Maintenant, aussi ça, c'est un peu plus dur de définir à l'écoute. Le milieu, le conservatoire, c'était rue Madrid. On avait 9 heures de solfège par semaine. On ne pouvait pas passer le prix sans avoir faire le solfège, l'analyse musicale, tout ça. Et comme moi, en Suède, il y a une sorte de tuition pour l'oreille, mais il n'y a pas le solfège comme ici. Donc ça, c'était un grand choc pour moi. Et puis, il y avait le Café de l'Europe aussi. Où après les classes duraient toute une après-midi, par exemple. Après, il y avait le Café de l'Europe où se retrouvaient Thibaut et Lagorce. Lagorce qui tenait la classe de Maurice, André. Et d'être là, comme ça, et écouter ces deux messieurs, toutes les traditions. On apprend beaucoup aussi, juste en écoutant au Café de l'Europe. Et bien sûr, les traditions. Thibaut, il était élève de Savariche et Fauveau. Fauveau, élève de Franquin. Franquin, élève d'Araban. Et ça, on pense que c'est des centaines d'années. Au fait, c'est pas si long que ça. Et il faut bien les tenir, ces traditions comme ça. C'est très important qu'on garde l'information qui se développait. Ça, c'est une faute dans toute l'humanité, qu'on jette à la poubelle les expériences des générations d'avant. Moi, je suis très heureux parce que j'ai eu ça. Et puis, j'ai étudié avec Thomas Stevens après, qui était l'élève de Stamp, qui était l'élève de Schlossberg. Donc, si on pense, c'est que 3 générations. On retourne et on est là. Très bien. On va parler de Thomas Stevens juste après. Justement, pour approfondir ce que vous venez de dire, le podcast, il s'appelle Cuivre à la française. Oui. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Grande question. Les premières méthodes, les vraies méthodes sont français. Il y a certainement une école française. Je suis fier. J'espère que j'en fais partie, même si je suis une sorte de mélange. J'espère qu'on me considère au moins moitié école française. L'emphase sur articulation, par exemple. J'adore les premières pages de Franquin, surtout le texte d'ailleurs, mais aussi les vieux photos, il parle de posture, tout ça, c'est fantastique. Et puis les 2 premières pages d'exercice, où si on contrôle ça, on a déjà les outils les plus importants. Et puis, d'arriver à Paris, où il y avait le concours pour l'entrée, il y avait des centaines qui venaient de partout, et tout le monde, ça jouait dans tous les coins, quoi. Et pendant les études aussi, parfois, Thibaut il donnait des cachetons. Mais par exemple, avec le Ars Nova, Marius Constant, tout ça, et là, j'ai rencontré tous les collègues. Vassé, Lecointre, tout ce monde-là. Et puis j'assistais aussi beaucoup, Thibaut jouait aussi avec Boulez à l'IRCAM, et d'assister aux répétitions avec Pierre Boulez, c'était très, très, très important pour moi. De voir qu'il y a cette musique, la musique qu'on fait, c'est pas que du musée, des choses de 1900, c'est aussi quelque chose qui se passe maintenant. Très bien, merci pour ce partage. Vous l'avez abordé, vous avez ensuite travaillé avec Thomas Stevens, un peu comme vous l'avez fait sur vos 2 précédents professeurs. Vous pouvez rappeler quels ont été les grands enseignements et le personnage qu'il était, et pareil pour les jeunes générations, pour rappeler tout ça. Oui.
Thomas Stevens, il était très longtemps trompette solo à Los Angeles. Mais il était aussi vraiment quelqu'un qui faisait le trajet. Il était pilote pour la musique contemporaine à l'époque. Et il montrait que c'était possible de faire tout un disque, par exemple, avec des pièces nouvelles. Et si Bo Nilsson, il était pour moi, il m'a donné toutes les bases très, très, très solides. Thibaut, il m'a fait comprendre que les limites, on les met soi-même. Cette folie de toujours rechercher, oui, puis si on peut faire ça sur un violon, pourquoi on ne peut pas faire sur une trompette? Et lui aussi, c'est lui qui a dit, ah mais va faire ce concours-là, tu vas voir qui tu es. Et si ça marche, si tu es fort, ça, on ne peut jamais arrêter. C'est lui qui a vraiment ouvert l'esprit pour moi. Et après, Thomas Stevens, c'était beaucoup plus court. Je savais qu'il avait quelque chose, lui, que je cherchais. Il avait une sorte de contrôle. Je crois que j'ai toujours eu dans mon jeu une espèce de... C'est un peu sauvage. Je prends beaucoup de risques. J'avais vraiment besoin d'apprendre ce contrôle. Et je pensais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du yoga, ou il prend des pilules. Je ne savais pas comment il avait ce contrôle. Mais au fait, ce que j'ai compris, c'est le contrôle. Il m'a appris de lire la musique, au vrai. Le contrôle vient si on comprend un peu mieux ce que veut dire le compositeur. Et c'était assez court mes études avec lui. J'étais là pendant 2 mois, 2 mois, mais c'était tous les jours. Et ça vraiment, en 2 mois, et on a fait quelque chose ensemble qui était aussi important que 9 ans, Bo Nilsson, 3 ans, Thibaut, 2 mois, Thomas Stevens, mais tous les 3 aussi importants. Très bien. Je voudrais parler à travers Thomas Stevens, un de vos copains de classe que vous avez croisé là-bas, qui est dans mon métier à moi un modèle, évidemment Bob Malone. Est-ce que vous pourrez raconter votre relation avec lui, le travail que vous avez fait avec le matériel? Oui, moi j'étais jamais dans une classe à Los Angeles, je suis venu comme ça, et puis pour prendre des cours particuliers. Et là, Thomas Stevens a dit que, ah oui, il y a un jeune ici qui commence à faire des choses très intéressantes. Et j'avais fait, c'était ma première visite qui était encore plus courte, mais là, j'avais gagné le concours de Toulon. Donc j'avais un prix, un peu d'argent. Et je voudrais faire un planning des années où j'allais. J'étais pas sûr que ce soit Thomas Stevens. Donc j'ai fait un petit voyage, un tour des États-Unis. J'ai vu Jared Schwartz, Roger Voisin, Herseth, etc. Et à Chicago, j'ai aussi acheté une trompette, une Bach. Et c'était fantastique parce qu'il y avait du même modèle 229, il y avait peut-être 50 à choisir entre. Et là encore, je choisis la trompette peut-être la plus sauvage, mais très intéressante de son, vraiment très vivant. Mais bien sûr, avec des problèmes sur mi, fa dièse, sol, là, ça allait dans tous les sens. Mais le son de base de cette trompette, c'était tellement quelque chose d'excitant. Donc j'avais cette trompette quand j'arrive à Los Angeles. Et je parlais avec Thomas Stevens là-dessus. Et il dit, ah, mais il y a un jeune ici qui fait des choses. Et tu vas le voir, tu amènes ta trompette. Et puis là, il avait sa première branche Malone. Et il a mis sur ma trompette. Et cette trompette, je jouais pendant des années et des années et des années. Et après, Yamaha l'ont pris pendant très longtemps, a essayé de faire quelque chose qui valait cette trompette en ut, mais ça durait très longtemps avant qu'on a réussi, ou il a réussi lui. Moi je suis pas, moi j'essaye, je dis ce que je pense, mais je ne me connais pas dans les détails. Mais lui, il a de très bonnes oreilles, donc
il a très vite commencé ah, mais là, j'attends que tu cherches ça, ou ça, ou ça. Et, après, il tape un peu sur la trompette ou changeait quelque chose. Et c'était très intéressant. Très bien, merci beaucoup. Vous avez collaboré avec les plus grands compositeurs de votre temps. Comment se sont fait ces rencontres? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors évidemment, plein de collaborations, mais s'il y en a une ou deux à retenir, comment se sont fait ces rencontres? Là, il y avait quelqu'un de très important. C'était le chef d'orchestre. Une fois, il a commencé à la trompette, mais il était chef d'orchestre, Elgar Howarth, qui jouait dans l'ensemble de Philip Jones. Et après, il s'est mis à diriger. Il faisait beaucoup de la musique contemporaine. Et il faisait des premières opéras. Par exemple, le Grand Macabre ici à Paris, c'est lui qui l'a dirigé. Là, il y a une histoire assez drôle parce que moi, j'avais eu une invitation de faire mon début à Malmö avec le concerto de Haydn. Et ils ont demandé à Elgar Howarth de diriger. Et parce qu'il a eu des expériences avec des jeunes talents comme ça, ça lui tentait pas, quoi. Il voulait pas. Non, je veux pas de talents locaux comme ça. Et puis il était à Paris, à l'opéra, et dans une petite pause, il y a Thibaut qui vient vers lui pour parler. Comme je dis avant, il faisait un peu, il faisait dur d'apparition, disons. Et il arrive vers Elgar Howarth et il dit. The Swedish Kid. What about the Swedish Kid? You will not have him? Oh, well, if you say so, I will have him. You will have him. Donc c'est Thibaut il a forcé que Elgar Howarth me prenne comme soliste. Et on a travaillé ensemble, on se trouvait un très bon contact. Et je parlais de mes ambitions, de trouver des compositeurs où on pouvait faire un répertoire pour la trompette qui pourrait faire un peu de compétition au concerto de violon, qui même poids qu'un grand concerto de violon. Et là, il connaissait bien sûr les compositeurs, Ligeti, Henze, Gruber. Donc, il m'a introduit à tout ce monde-là. Donc, sans Elgar Howarth était aussi important que mes professeurs et mes parents. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait possible pour moi. Très bien. Comment vous choisissez, vous collaborez avec énormément de musiciens, comment vous choisissez les personnes avec qui vous collaborez? Vous parlez de compositeurs? Compositeurs ou même sur des projets autres Oui. Il faut d'abord parce que je aime la musique de ce compositeur. Et puis souvent, c'est une rencontre, et puis aussi on s'entend, si on a le même tempo de pensée. C'est comme ça. Ou avec des musiciens, c'est très vite fait. Si on se comprend ou on ne se comprend pas du tout. J'ai parlé c'est une sorte de discours en Suède avec une philosophe suédoise. Elle parlait beaucoup de ça, qu'on peut avoir avec des gens le même tempo de pensée. Je trouve ça très bien formulé parce qu'il y a des autres où on ne trouve jamais un tempo commun de pensée. Très bien. En parlant de collaboration, je voulais en parler tout à l'heure sur les cuivres à la française. Est-ce que vous pouvez parler du projet que vous avez fait d'enregistrement de concerto français avec Fabien Gabel, mais je pense particulièrement au concerto de Tomasi, où vous avez redécouvert ensemble un petit peu cette œuvre et avec de la musique en plus. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est bien sûr, ce sont des concertos que j'ai toujours joués. Même avant Paris, j'avais joué Tomasi. Et j'ai toujours aimé. Et puis quand je commençais de faire les disques, tout ça, j'ai toujours voulu enregistrer ce concerto. Et je ne sais pas vraiment... C'était difficile. Avec Philips, par exemple, ils ont dit non, ça ne va pas se vendre, tout ça. Et mais quand même, non. Donc finalement, il y a quelques années, avec BIS, on a eu la possibilité, Stockholm Philharmonic, et Fabien. Et Fabien, en étant
trompettiste, on avait discuté, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec le troisième mouvement. Parce que premier, deuxième, tous les deux, magnifiques. Troisième, un peu court, et ça fait que le concerto est trop court en total, justement pour remplir dans son programme l'équivalent d'un concerto de violon ou piano. Et aussi, musicalement, le troisième mouvement, ça tombe un peu comme ça. Bouf. Et puis, j'ai vu dans ma partition à moi que j'avais que les chiffres de répétition dans la partie de trompette ne correspondaient pas. Il y avait des trous. Et je parlais avec Fabien de ça. Et maintenant, je ne sais pas exactement. Il avait une connexion à la famille de Thomasy. Et il a parlé de ça. Et le fils a trouvé la particelle. Donc, une réduction augmentée de la partie d'accompagnement. Pas une partition d'orchestre, mais plus petit, où on voit cette structure. On voit une structure beaucoup plus grande, et puis on voit aussi quelques coupures qui ont l'air très définitives, et quelques-uns qui sont faits comme ça. Je ne peux pas prétendre qu'on a fait ça scientifiquement. Malheureusement, les partitions d'origine de la création, on ne peut pas trouver, je crois. Et en tout cas, à partir de cette particelle, on a fait faire il fallait orchestrer aussi. Mais comme l'orchestration existe, ça n'était pas trop compliqué. Et pour moi, ça fait que le concerto est beaucoup plus jouable, plus facile à programmer. Très bien. Parallèlement à votre carrière de soliste, vous êtes pédagogue, notamment à Malmö. Comment vous avez fait pour jongler avec ces deux carrières ? Au début, c'était très, très, très facile parce que je n'avais pas de concert. Il fallait gagner un peu d'argent. Non, je rigole. Ça a toujours été important pour moi de formuler les pensées aussi. Et on peut presque, à la limite, on peut dire que c'est un peu égoïste d'enseigner. Parce qu'on apprend tellement de choses soi-même en enseignant, tout le temps. Et donc, j'ai toujours fait ça avec plaisir et ça me fatigue presque plus que de faire un masterclass comme aujourd'hui. C'est très fatigant. Et parce que c'est très intéressant. On a quelqu'un devant soi qui ne connaît pas et on veut absolument aider cette personne. On a très peu de temps. Et on frappe sur la porte et tout le monde sont différents. Il y a quelques-uns qui ouvrent la porte et disent « Entrez, s'il vous plaît ». Il y a les autres où on frappe et rien ne se passe. Et c'est très, très, très intéressant de voir ce... Ah oui, là, je comprends. Non, je fais ça avec grand plaisir. Très bien. Vous venez de le dire, vous êtes le fruit de l'école suédoise, de l'école française, de l'école américaine. Comment vous voyez l'évolution de la trompette dans les décennies à venir ? J'espère que je veux pas faire le vieux trop de dire ça va tout. Mais parfois on voit quand même des choses. Par exemple, maintenant, les modernistes qu'on vient de citer là, les compositeurs avec qui j'ai travaillé, ils écrivent tous une musique que j'adore, assez compliquée quand même. C'est dur à apprendre, c'est dur à répéter, ça se vend peut-être pas tout de suite au public, tout ça. Mais pour moi, ça c'est équivalent à l'art moderne, au théâtre moderne, au ballet moderne. Maintenant, dans la vie musicale, c'est un peu beaucoup 4/4 et facile, des choses qu'on répète en 10 minutes, et puis on appelle ça musique contemporaine. Pas que ça, mais parfois j'ai peur que les efforts se perdent un peu. Ou par exemple, le concerto aussi un bon exemple, le concerto de Hummel, qui
Edward Tarr, c'était pas difficile à prouver que c'est un mi majeur, non pas un mi bémol. Et on n'a qu'à regarder la partition. Et puis la génération de moi, Reinhold Friedrich, on l'a joué en mi, c'est aucun doute. Et puis de voir maintenant autre ah non, on s'en fout de ça, on le joue en mi bémol, c'est plus pratique. Et ça, c'est si on veut que la trompette est prise au sérieux comme un instrument soliste, il faut aussi prendre au sérieux soi-même. C'est mon avis un peu dur, mais peut-être. Très bien. En tant que francophile, comment percevez-vous l'esprit musical français et sa place dans le monde de la musique classique ? Ça, je n'ai pas compris. Je ne suis pas si francophile que ça, apparemment. Non, comment percevez-vous l'état d'esprit musical français dans le monde musical, dans la globalité de la musique classique ? Voilà. Grande question. Pour moi, le plus important, c'est peut-être pas d'être le trompettiste suédois ou français. C'est peut-être moins intéressant. J'avais un copain photographe fantastique qui voyageait le monde. Il prenait des photos incroyables. Il a dit une chose très belle. Il a dit ce qui m'intéresse quand je voyage, je prends mes photos, c'est pas les choses qui nous font différents. C'est ce qu'on a en commun qui est intéressant. Et bien sûr, j'adore quand on écoute un orchestre. Ah oui, c'est un orchestre français. J'adore ça. Mais c'est une très grande question. L'esprit français, ça se trouve dans ce qu'on a joué aujourd'hui. Et c'est fantastique. C'est souvent toutes les clichés qu'on a sur c'est plus léger, c'est très coloré, c'est pas lourd. Ça, bien sûr, mais très difficile à répondre à cette question. Parce que je pense que les meilleurs musiciens, 37, ça devient international dans une façon. Très bien. Et en tant que soliste, j'aimerais que vous parliez comment vous voyez l'évolution de l'enregistrement à l'heure des plateformes. Comment vous avez vu, évidemment, comme tout le monde, changer cela et quel est votre point de vue par rapport à ça ? Je suis tellement vieux, j'ai vu le changement entre le LP et le compact. Quand j'ai commencé, moi, j'ai eu de la chance. Un contrat avec une grande maison de disques, ça a changé la vie, ça. Des possibilités. Des invitations changées, c'était complètement différent. Maintenant, les maisons de disques ont des problèmes. C'est pas ça qui va changer la vie d'un jeune musicien. Tout le monde peut. Techniquement, c'est beaucoup plus facile. Et l'infrastructure, c'est complètement différent. Je fais mon premier disque Philips, invitation au Festival de Salzbourg. Ce disque, le LP avec Haydn, c'est dans tous les magasins, même chez le boucher. C'était un autre monde, ça. Complètement différent. Maintenant, et ça me manque de temps en temps. Surtout l'LP avec tout l'art. On avait quelque chose dans la main, on pouvait lire là-dessus. Maintenant, Spotify, ouais, c'est un peu anonyme, quoi. Et on n'apprend pas assez autour des choses, à mon avis. Très bien. Maintenant, on va passer à une boîte à questions. Ce sont des questions que je pose à tous mes invités. Avec votre longue carrière, quel a été votre échec le plus vertueux ? Mon échec le plus vertueux, si c'est devenu quelque chose de bien, un échec qui a fait du bien. Il va falloir que tu coupes parce que là, il faut que je réfléchisse beaucoup. C'est peut-être le concours que j'ai jamais fait.
J'étais en Suède, j'ai retourné de Paris. En Suède, à l'époque, il fallait faire le service militaire. Et j'étais là, je pensais, même qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut gagner un peu de l'argent quand même. Il y avait un concours à la Philharmonie de Stockholm. Et j'ai envoyé les papiers, je me suis inscrit pour ce concours. Il y a le trompette solo qui me téléphone. Il me dit, oui, je vois que tu viens faire le concours. Et t'es sûr? Parce que peut-être tu gagnes. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Et j'ai réfléchi, pas si long que maintenant. Et j'ai dit non, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Donc j'ai jamais fait le concours. Un concours raté qui m'a servi, quoi. Très bien. Si vous croisiez le petit Håkan de 10, je sais pas à quel âge vous avez commencé la trompette, mais À 8 ans, j'ai commencé. Voilà, de 8 ans qui commence la trompette, quel conseil lui donneriez-vous, pardon? Lui, je le retrouve, lui, tout le matin. Ça, c'est vraiment une ambition très, très, très pensée. Parce que moi, je trouve qu'il faut toujours rester curieux, il faut toujours commencer dès le début. Rien est gratuit. Et lui qui adorait jouer la trompette et qui adorait les choses de base, qui écoutait les autres, lui, je le retrouve. Cette même philosophe que j'avais, Bodil Jönsson, elle s'appelle, elle parle aussi de la vie, pas comme l'arbre qu'on connaît qui monte au ciel, mais on coupe l'arbre, on voit toutes les... Comment on dit? Dans un arbre... Oui. Bon. Non, il faut qu'on trouve ce mot. Non, Ça, là. les veines, enfin les... The rings. Ouais. Hein? Allons. Anneaux. Anneaux. Oui. Bon. On voit ça, et elle dit, oui, bien sûr, on est à l'extérieur, c'est la dernière. C'est là qu'on est en présent. Mais on est en même temps celui de début. Ça, tout ça, c'est une vie. Et si on voit ça, qu'on est en même temps ça et ça, il y a beaucoup à gagner, je crois. Très bien. Je crois qu'on dit les veines du bois. Les veines? Ouais, je crois. Oui. D'habitude, je pose la question, quel est le musicien qui vous a le plus influencé? Mais là, vous venez de parler d'une philosophe. J'aimerais peut-être que vous dites quel artiste vous a le plus influencé. Oh là là, c'est impossible ça. Là, c'est comme les lettres entre Van Gogh et son frère, où le frère, il demande, Theo Van Gogh, il demande à Vincent, tu aimes les autres peintres, qui tu aimes? Et Vincent, il fait une liste d'une centaine à peu près. Et c'est pareil, il y a tellement de choses qui inspirent. Maintenant, si je réponds maintenant, c'est Rodin, parce que j'ai vu ça il y a 2 jours. Et ce musée Rodin à Paris, c'est une merveille. Et si on se promène dedans pendant 1 heure ou 2, la tête est remplie par inspiration. Et c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Ça ne suffit pas quelques clics sur le téléphone. Il faut vraiment s'y mettre. Et il y avait des écrivains, il y avait des musiciens, il y avait Clifford Brown, il y avait Jean Sibelius, il y avait Jassa Heifetz, il y avait toutes les peintres, tout ça. Ça, c'est comme les veines de l'arbre. C'est le total qui fait. Si on remplit. Si on ne remplit pas, il n'y a rien. Si on ne remplit pas, il n'y a rien qui sort. Très bien. Est-ce que vous pourrez revenir sur une anecdote marquante, un de vos concerts préférés ou une expérience un peu particulière que vous pouvez raconter? C'est très marrant parce que quand on me demande ça, je pense je ne peux pas. Et puis, si on parle un peu, et s'il y a
la Madeleine de Proust, quelque chose qui déclic quelque chose. J'ai tellement des histoires et je suis en train maintenant de les noter. Quand il sort à l'aide de quelqu'un, un dîner ou des vieux copains, et on parle de ça. Ah oui, je me souviens de telle histoire. Et là, je commence vraiment maintenant à noter parce qu'il en a tellement. Ça fait... Je suis très vieux. Peut-être raconter, parce que vous me l'avez déjà raconté quand je suis venu vous voir à Malmö, le concert que vous avez donné au Théâtre des Champs-Élysées. Ce qui s'était passé en amont du concert. Les gens ça pas plu, les gens s'étaient disputés. Ah oui, quand le concerto de Gruber, Ariel. Je joue ça avec l'Orchestre National au Théâtre des Champs-Élysées. Le concerto était encore tout neuf. C'est génial ce concert. Moi, c'est un chef-d'œuvre total. Mais c'est très difficile tout ça. Et puis, moi, je n'ai pas vu, je ne peux pas dire que c'est 100% vrai, mais j'espère que c'est vrai parce que je suis très fier si j'ai créé un petit scandale au Théâtre des Champs-Élysées. Parce que ça, quand même, c'est histoire. Donc, ce qui s'est passé, je crois, c'est que les représentants des deux classes de conservatoire se retrouvent sur le trottoir dehors, sur la rue, et ils discutent. Mais qu'est-ce que c'est cette pièce? Je joue la corne de vache, je démonte la trompette, je chante, c'est toutes les choses. Et puis ils discutent. Et puis apparemment, quelqu'un de l'autre côté, disons, disent que mais il peut faire ce qu'il veut. Personne peut dire si c'est faux ou pas. C'est nul, quoi. Il faut pas n'importe quoi, ça va quand même. Et puis là, il y a quelqu'un qui, pouf, lui donne quelque chose. Et il y a une petite bagarre quand même, en dehors de Théâtre Champs-Élysées. Et si c'est vrai, je suis très fier. mais ce que je sais que c'est très vrai, on avait un copain de la classe, Jean-Bernard Beauchamp, et on se retrouve... après le concert, il téléphone à Thibaut, qui est dans sa maison en Normandie. Et comme toujours, si je parlais un peu de ce que j'ai fait, ah oui, là, j'ai joué à Vienne, mais tu travailles quand même, il disait toujours. Et là, on vient de finir le concert, il me dit, oui, et tes premières notes. Parce qu'il était toujours, il insistait sur mes premières notes. Si je démarrais bien, ça allait mieux. Très bien. Vous parlez de vos premières notes. Quel est le meilleur compliment que l'on vous ait fait? Oula. J'ai peut-être deux. Et c'est... non, là, je sais quelque chose. Il faut les garder, ces moments-là, parce que moi, je me critique beaucoup. Et souvent, on ne retrouve pas ce Hokan de 8 ans. Et souvent, la plupart du temps, le résultat que je attends moi, ça n'a rien à voir avec ce que je veux vraiment. Donc, je suis assez dur. Donc, les petites histoires comme ça, c'est bien. Le plus ancien, c'est Toru Takemitsu. Quand il a écrit le petit morceau Paths, pour moi, trompette seule, il dit, oui, j'ai jamais aimé la trompette. La trompette et les timbales, j'ai horreur. Je n'aime pas du tout. Je n'ai pas du tout aimé. Ma femme, par contre, adore la trompette, parce qu'elle aime le film avec Kirk Douglas, Young Man with a Horn. Et maintenant, moi aussi, j'aime la trompette. Ça j'ai gardé. Le deuxième, c'est aussi un compositeur
C'est Harrison Birtwistle, qui ne souriait jamais, un dur de Nord, très peu de mots. Et je joue Endless Parade, qui s'appelle son concerto à Munich. Et il vient après et il pleure. Pas vraiment comme dans son caractère, mais il pleure et il dit, comment je peux traduire ça? Tu fais possible les rêves humains. You make human dreams possible. Et ça, j'ai gardé. Mais la meilleure, c'est peut-être il y a quelques semaines. Je jouais dans une ville un peu provinciale, en Suède. Le public était un peu... Je jouais ce que je trouvais moi, j'étais quand même assez content. Un petit moment qui n'était pas trop mauvais. Mais les applaudissements, c'était un peu comme ça. Donc j'étais un peu triste. Et puis après, je devrais rencontrer des petits gosses de l'école de musique de la ville, de 8 ans jusqu'à 12 ans. Il y avait une fille elle posait des questions très intelligentes. Puis je demande à leur tous, je dis, mais cette musique, le Zimmermann, vous ne trouvez pas ça bizarre? Modernisme allemand des années 50, avec tout ce qu'il y a dedans. Et cette petite fille me regarde, elle dit, mais Håkan, c'était complètement merveilleux. Et là, c'était trop. Et ça m'a fait une soirée j'étais un peu triste. C'était bien. Très bien. Y a-t-il un enregistrement méconnu ou sous-estimé dans le monde des cuivres que vous trouvez injustement pas connu? Moi, je suis toujours étonné quand j'amène des élèves à la maison et je leur fais écouter des disques avec Maurice ou Thibaut et Thomas. Comme ça existait plusieurs entre eux qu'en LP, ils ne le connaissent pas du tout. Donc c'est tout un paquet. Toutes mes questions, je dis, ça n'a pas une réponse. Et moi, je trouve, pour les jeunes, il faut surtout rechercher les anciens, les disques anciens. Très bien. Je veux profiter du fait que le podcast est exceptionnellement en public. Comme on parlait suite à la masterclass, est-ce que des gens auraient des questions qu'ils viendraient dire au micro? Il faut se déplacer par contre. Pas tous à la fois. Peut-être si je dis qu'après, je ne reprendrai aucune question. Quand je prends mes affaires, aucune question. Non, pas de question. Bon. Non. Bah écoutez, alors s'il y a des... Ouais, dis bien. Alors merci pour tout déjà. Tout à l'heure pendant la masterclass, vous parliez on ressentait vraiment votre amour pour tous les compositeurs et même les plus anciens. Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé avec des compositeurs, d'avoir compris leur manière de penser et d'essayer d'exprimer ce qu'ils ont essayé de vous apporter, qui vous a par extension donné envie de rechercher un petit peu plus sur les anciens compositeurs et de les aimer encore plus? Une partie, c'est ça c'est sûr. En travaillant avec eux, je comprends qu'ils peuvent avoir des langages très différents, mais à la fin, ils cherchent toujours de toucher quelqu'un. Même si la musique est très, très compliquée, de ne pas avoir des détours. Même si c'est académique, il ne faut pas que ça sonne académique. Et on peut avoir toutes les règles. Donc, je crois que les bons compositeurs anciens, c'est pareil. Ils voulaient aussi toucher. Donc, si on parle de tri, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Oui, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va être devant. Mais la vraie raison que j'aime ça, c'est l'amour pour la musique, quoi. Si on n'a pas... La trompette, c'est difficile. C'est un instrument, un des plus difficiles, et c'est très physique en plus. Et si on n'a pas cet amour de la musique, d'abord, en premier rang, ça devient un sport.
Ça devient note aiguë, physique, endurance, tout ça. Et ça aide de vraiment priorité à la musique. Merci beaucoup. Merci pour la question. Oui. Bonjour et merci pour tout. J'ai une question qui est très bizarre mais très pertinente, je pense. Dans vos disques de Haydn par exemple ou de Telemann, vous jouez avec un son, un vibrato, une articulation, une nuance. Et aujourd'hui, quand vous jouez le Haydn ou le Telemann par exemple, ce n'est plus du tout la même version. Ça a beaucoup évolué. Pourquoi et comment surtout? Ou grâce à quoi? Chez Jean, chez moi, il y a certainement des choses qui sont communes entre les deux. Mais ça aurait été tragique quand même si c'était la même chose 45 ans plus tard. On a les outils, on découvert encore des outils, mais c'est surtout les histoires à rencontrer. Une vie de 40 ans de vie ne passe pas sans rien. Et si ça ne sort pas dans la musique, on ne le fait pas pour rien. J'espère vraiment que ce soit comme ça. Mais j'écoute avec plaisir le jeune. L'autre jour, j'avais justement Schmitt. Je conduisais j'attends à la radio dans la voiture et j'attends Schmitt. Ah, c'est un des jeunes, ça c'est sûr, mais c'est pas trop mal quand même. C'était moi. Mais j'écoute jamais mes disques à moi, donc j'étais pas sûr tout de suite. Et pareil, un matin aux États-Unis, je suis en train de me raser à la radio, j'entends le Hummel. Et là, j'ai dit à moi-même, et j'allais jouer le Hummel justement, même soir. Il faut que tu t'accroches, parce que là, les jeunes, ils viennent, c'est quand même bien ça. Et c'était moi. This is trumpet player, Håkan Hardenberg. Non, mais justement parce que cette veine intérieure, c'est là, mais ça ne sert pas à analyser exactement. Ça fait partie dans un sens naturel, mais je ne peux pas revenir. Même si c'était merveilleux d'avoir 20 ans à être à Paris. Maintenant, quand je me promène, je me souviens de tout ça, et ça fait bien sûr partir de moi, mais je ne peux pas revenir à ça. Et là, c'est différent. C'est différent. Ça va être assez. Je suis en train d'écrire un texte. On a fait un nouveau disque avec Roland Puntingen 40 ans plus tard. Où le premier, c'était notre premier disque, le Virtuoso Trumpet. Et c'est un feu d'artifice virtuose. Et maintenant, c'est tout triste. Non, c'est pas tout triste, mais c'est une autre expression. Et c'est deux copains qui ont vécu quelque chose, quoi. Merci beaucoup. Très bien, je voudrais juste rebondir à la question qui a été posée avant. On parlait du texte. Est-ce que vous trouvez, on parlait de toutes ces questions d'esprit français, est-ce que vous pensiez que à l'époque où vous étiez au conservatoire, vous aviez 9 heures de conservatoire, est-ce que vous trouvez que justement la lecture et le respect du texte est différent d'un pays ou à un autre? Question un peu sensible, je crois. Mais à l'époque, surtout, je me souviens, en France, on appelait toutes les pièces concerto. Une sonate de Hindemith, c'était concerto. Et ça, quand même, c'est un signe d'une attitude où on pense que, oui, Hindemith, sonate, moi je joue la trompette et je suis accompagné par le pianiste. Mais bien sûr, c'est pas comme ça, c'est la musique de chambre. Concerto, c'est autre chose. C'est juste un utilisage de mots, mais ça fait si. Je crois aussi en France, ça a complètement changé, complètement. Je me souviens aussi, à l'époque, il y avait dans un des magasins musicaux une sorte de sondage
qui est le meilleur orchestre du monde, deuxième, troisième, quatrième. Je crois que le premier orchestre français, c'était assez bas sur cette liste. Et ça, si on faisait la même chose maintenant, ce ne sera pas le cas. Le niveau dans tout le monde. On a des orchestres en Suède maintenant qui sont magnifiques, tandis qu'à l'époque, ce n'était pas toujours. Ça change. Et c'est bien que ça change. Il y a des choses qui ne changent pas, qui devraient changer. Il y a des choses qu'on peut manquer, mais c'est ça. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Très bel après-midi à Paris et à bientôt. Merci beaucoup. Grand plaisir.